Ah, c'est à l'envers, merde. Je comprends pas pourquoi quand je fais en live c'est à l'envers, alors que quand j'enregistre une vidéo depuis mon appareil normal c'est à l'endroit. Là c'est à l'envers. Ray Bradbury, Un remède à la mélancolie, recueil de nouvelles. Une petite aujourd'hui, une petite. Oh, on est là pour une dizaine de minutes, un quart d'heure. Allez, 20 minutes. Une petite nouvelle qui s'intitule Et l'été ne dura qu'un jour. Vous y êtes? On y est. C'est pour maintenant. Les savants en sont-ils vraiment sûrs? Est-ce réellement pour aujourd'hui? Vous verrez par vous-même. Les enfants, pressés les uns contre les autres comme autant de fleurs disparates d'un même bouquet, essayaient d'apercevoir le soleil absent, car il pleuvait. Et il pleuvait depuis 7 ans. Les jours avaient succédé aux jours, fondus dans la même grisaille, avec du matin au soir le crépitement de la pluie, le tambourinement de l'eau sur le sol, le son régulier et cristallin des averses alterné avec le grondement des tempêtes si énormes qu'on eût dit des rats de marée qui engloutissaient les îles. 1000 forêts avaient ployé sous les rafales pour redresser la tête et être à nouveau écrasées. Telle était la vie sur la planète Vénus, et cette vie semblait devoir durer toujours. Dans la salle de classe étaient rassemblés les enfants de ces hommes et de ces femmes venus en fusée apporter la civilisation à ce monde de pluie et y accomplir leur destinée. On dirait que ça s'arrête. Oui, ça s'arrête. Oui, oui, ça s'arrête. Margot se tenait un peu à l'écart des autres enfants, qui ne pouvaient se rappeler l'époque bénie où il ne tombait pas toujours de la pluie. Ils avaient 9 ans, et si d'aventure il y a 7 ans le soleil s'était montré pendant 1 heure aux hommes stupéfaits et ravis, ils étaient bien incapables de s'en souvenir. Parfois, la nuit, elle les entendait s'agiter, en proie à des souvenirs obscurs. Elle savait alors qu'ils étaient en train de rêver d'or, de craies jaunes, de pièces de monnaie suffisamment grandes pour qu'on pût, avec elles, acheter le monde. Elle savait qu'ils se rappelaient confusément une certaine chaleur, comme si le sang leur montait aux joues, comme si leur corps tout entier, leurs bras, leurs jambes, et jusqu'à leurs mains tremblantes, s'en trouvaient soudain réchauffés. Mais ils se réveillaient toujours avec le tambourinement gracieux, l'égrenement inlassable des perles d'eau sur le toit, sur les promenades, sur les jardins, et ils savaient alors que leur rêve s'était à jamais enfui. La veille, ils avaient passé toute la journée à lire à haute voix des pages consacrées au soleil, à sa couleur jaune tirant sur le citron, à l'intensité de sa chaleur. Ensuite, ils avaient rédigé à sa gloire des petits textes en forme d'essais ou de poèmes. Le soleil pour moi est la fleur qui ne fleurit jamais qu'une heure, avait écrit Margot. Elle avait lu d'une voix tranquille ce bref poème dans le silence de la salle de classe troublée seulement par le crépitement de la pluie. Ce n'est pas de toi, protesta un garçon. Si, c'est de moi. William, intervint l'institutrice d'un ton sévère. Tout cela se passait hier, et hier semblait tout à coup très loin. La pluie diminua d'intensité, et les enfants s'écrasèrent devant les grandes baies aux vitres épaisses. Où est la maîtresse? Elle revient tout de suite. Elle ferait bien de se dépêcher, elle va tout manquer. Ils tournaient sur eux-mêmes, tels les rayons d'une roue entraînée dans une course folle. Au milieu de cette effervescence, Margot était seule. C'était une petite fille d'aspect fragile, qui avait l'air de s'être égarée depuis des années dans la pluie. La pluie avait lavé le bleu de ses yeux, terni le pourpre de sa bouche, passé l'or de ses cheveux. Elle ressemblait à une photographie jaunie sortie d'un album, et chaque fois qu'elle parlait, sa voix était si neutre qu'on eût juré la voix d'un fantôme. Elle se tenait un peu à l'écart du groupe de ses camarades et contemplait la pluie, le monde sonore et noyé dont elle était séparée par une immense vitre. « Qu'est-ce que tu regardes » lui demanda William. Margot ne répondit pas. « Tu pourrais répondre quand on te parle. » Il lui donna un coup de coude, mais elle ne bougea pas. Elle se laissa docilement bousculer.
Les autres s'écartaient d'elle. Ils ne faisaient pas attention à elle. Elle le savait. La raison de leur éloignement était son refus de participer à leur jeu dans les couloirs bruyants de la ville souterraine. S'ils la poursuivaient, elle les attendait sans bouger de place. Toutes les fois où la classe chantait des hymnes au bonheur, à la vie, elle remuait à peine les lèvres. Elle ne se joignait à eux que lorsqu'il était question de soleil ou d'été, sans détacher les yeux des fenêtres ruisselantes d'eau. Le drame, c'est qu'elle n'avait quitté la terre que depuis 5 ans et que par conséquent elle se rappelait fort bien le soleil, sa chaleur, la couleur du ciel, lorsqu'à 4 ans elle se promenait en Ohio. Eux avaient vécu sur Vénus toute leur vie. Ils n'avaient que 2 ans lorsque le soleil leur était apparu pour la dernière fois et ils ne se le rappelaient pas. Depuis longtemps ils avaient oublié sa couleur, sa chaleur, et même son aspect. Margot, elle, se souvenait. Il ressemble à une pièce de monnaie, avait-elle dit un jour en fermant les yeux pour mieux préciser ses souvenirs. Pas du tout, avaient crié les autres enfants. On dirait du feu dans un poêle, avait-elle dit encore. Tu mens, tu t'en souviens pas. Elle se souvenait fort bien, et c'est pourquoi, à l'écart du groupe qu'il formait, elle regardait attentivement les curieuses fenêtres. Un jour, c'était peut-être il y a 1 mois, elle avait refusé de prendre sa douche dans la salle de douche commune de l'établissement. Elle avait pressé ses mains contre ses oreilles. Elle les avait croisées sur sa tête en hurlant qu'elle ne voulait pas que l'eau la touchât. C'est ainsi que petit à petit, elle se différenciait d'eux. Il ressentait ce fossé qui se creusait entre elle et eux, et il lui en tenait rigueur. Puis le bruit avait couru à l'école que son père et sa mère avaient décidé de la ramener sur la terre l'an prochain. Cette décision s'imposait, paraît-il, bien qu'elle signifiât pour les siens une dépense de plusieurs milliers de dollars. Toutes ces raisons valables et non valables faisaient que les autres enfants la haïssaient. Ils haïssaient son silence, ils haïssaient son air d'attendre perpétuellement Dieu sait quoi, ils haïssaient sa fragilité, ils haïssaient l'avenir qui lui était réservé. « Allez, va-t'en !» Le garçon lui donna une bourrade. « Qu'est-ce que t'attends ?» Pour la première fois depuis qu'il l'admonestait, elle se tourna vers lui. Ce qu'elle attendait se lisait dans ses yeux. « Ne reste pas planté là !» s'écria le garçon subitement furieux. « Tu verras rien, je te dis !» Elle remua les lèvres. « Rien de rien !» C'était une blague. Il se tourna vers ses camarades. « N'est-ce pas vous autres qu'il ne se passera rien aujourd'hui ?» Ils le regardèrent perplexes, puis, ayant enfin compris, s'exclamèrent en secouant la tête. « Non, rien, rien du tout. » Mais, hasarda timidement Margot en quêtant un appui du regard, c'est pourtant aujourd'hui que les savants ont prévu, ont affirmé que le soleil. On te dit que c'était une blague, dit le garçon en la prenant par les épaules. Eh, vous autres, aidez-moi à la fourrer dans un placard avant que la maîtresse ne revienne. Non, non, s'écria Margot en faisant un pas en arrière. Ils se ruèrent sur elle, la soulevèrent de terre et l'emportèrent en dépit de ses protestations, de ses supplications, de ses pleurs, en suivant un long couloir souterrain dans une pièce où se trouvait un placard dont ils refermèrent la porte à clé. Ils restèrent un moment devant la porte qu'ils voyaient trembler sous le martèlement de ses petits poings et sous ses coups d'épaule. Ses gémissements étouffés leur parvenaient à travers la cloison. Puis, le sourire aux lèvres, ils s'en retournèrent par le même chemin et débouchèrent du couloir, juste comme l'institutrice arrivait. « Alors, les enfants, vous y êtes ?»« Oui !» s'écrièrent-ils tous en chœur. « Il ne manque personne ?»« Non !» La pluie mollissait. Ils se pressèrent devant l'immense porte. La pluie cessa tout à fait. C'était comme si, au beau milieu d'un documentaire sur une avalanche, une tornade, un ouragan ou une éruption, quelque chose s'était détraqué dans la sonorisation. L'intensité du son avait été en diminuant progressivement jusqu'à sa suppression complète. Coups de vent, écho des explosions, fracas du tonnerre s'étaient tus. Le film avait sauté de l'appareil de projection et à sa place on avait inséré une vue tropicale, aussi paisible qu'ennuyeuse. Le monde, dans un grincement, s'était immobilisé. Et le silence était tout à coup si immense, si total, si incroyable, qu'on croyait avoir les oreilles bouchées, voire même avoir perdu définitivement l'ouïe. Les enfants appuyèrent leurs paumes sur leurs oreilles. Ils s'étaient massés sur le côté, la porte glissa sur ses gonds, l'odeur du monde silencieux et figé pénétra dans la salle de classe
emplissant leurs narines. C'est alors qu'apparut le soleil. Il était de la couleur du bronze en fusion et, à vrai dire, immense. Le ciel autour de lui avait la teinte d'ardoises incandescentes. La jungle flambait sous la lumière solaire. Les enfants, en rompant le charme qui les avait tenus pétrifiés, s'élancèrent vers le printemps en hurlant de joie. « Ne vous éloignez pas trop, cria la maîtresse. Vous n'avez que 2 heures, ne vous laissez pas surprendre. Sans l'écouter, ils coururent en levant leur visage vers le ciel. Et le soleil brûlait leurs joues comme un fer chaud. Ils ôtèrent leurs vestes pour que leurs bras brunissent. C'est quand même mieux que les lampes à infrarouge. C'est beaucoup mieux. Ils cessèrent de courir et contemplèrent tout autour d'eux la jungle qui recouvrait Vénus et qui croissait à vue d'œil dans la plus folle exubérance. On eût dit un nid de pieuvres, poussant vers le ciel leurs tentacules enchevêtrés, branches animales et végétales à la fois, qui flottaient et se développaient dans ce bref printemps. Elle avait la teinte blanchâtre du latex, de la cendre, cette jungle, privée de soleil depuis tant d'années, la teinte des pierres, des fromages pas faits, de l'encre, de la lune. Les enfants joyeux se couchaient sur le matelas végétal, élastique et vivant, qu'ils entendaient frémir, craquer, croître sous eux. Ils couraient au milieu des arbres, ils glissaient, tombaient et se relevaient. Ils se poussaient, ils jouaient à cache-cache et à chat coupé. Mais beaucoup d'entre eux se contentaient de fixer le soleil en grimaçant jusqu'à ce que les larmes leur coulent sur le visage, ou alors de tendre les bras vers ces teintes extraordinaires, cet orangé, ce bleu, et d'aspirer à plein poumon l'air frais, si frais, sans se lasser d'entendre ce grand silence suspendu au-dessus de leur tête, océan béni d'où tout bruit, tout mouvement était absent. Rien n'échappait à leur investigation, à leur enthousiasme. Puis, tels de jeunes animaux échappés de leur retraite, ils reprenaient leur randonnée en décrivant de larges cercles et en poussant des cris sauvages. Ils coururent ainsi pendant 1 heure sans s'arrêter. C'est alors que, au beau milieu de leur course folle, une petite fille poussa un petit cri. Tous s'immobilisèrent. Au milieu d'une clairière, la petite fille tendait vers eux sa main renversée, grande ouverte. « Regardez !» dit-elle d'une voix tremblante. Ils s'approchèrent à pas lents et fixèrent sa paume dressée vers le ciel. Au creux de sa paume, juste au centre de sa main, s'était logée une énorme goutte de pluie. La petite fille se mit à pleurer. Sans émotion apparente, ils levèrent les yeux vers le ciel. Oh oh! Quelques gouttes froides leur tombèrent sur le nez, sur la joue, sur la bouche. Le soleil s'estompa dans un brouillard poussé par le vent, un vent glacial qui soudain s'était levé. Ils reprirent le chemin du retour vers la demeure souterraine, coude au corps. Leur sourire peu à peu s'effaçait. Un grondement de tonnerre les terrifia, et, pareil à des feuilles avant l'ouragan, ils se cognèrent précipitamment les uns aux autres. Ils pressèrent le pas. La foudre tomba à 15 kilomètres, à 6 kilomètres, à 1500 mètres, à 700 mètres. En un rien de temps, le ciel s'assombrit et il fit nuit noire. À l'entrée du souterrain, ils attendirent qu'il pleuve vraiment fort. Alors ils refermèrent la porte et de nouveau leur parvint le vacarme énorme de la pluie tombant à seaux, cataracte noyant toute chose dans un fracas assourdissant qui semblait ne jamais devoir finir. « On en a pour 7 ans ?»« Oui. » L'un d'eux s'écria alors. « Oh, Margot !»« Quoi ? Elle est toujours enfermée dans le placard ?»« Ah oui, Margot !» Ils rallièrent l'étage inférieur comme menés par une main invisible. Leurs regards se croisèrent, puis se détournèrent. Ils jetèrent un dernier coup d'œil au monde qui n'était à présent que pluie, encore de la pluie, toujours de la pluie. Leurs yeux n'osaient plus se rencontrer. Leur visage était grave et pâle. Ils contemplaient la tête basse, leurs mains et leurs pieds. Margot. Une petite fille dit « Oui, et alors ?» Aucun d'entre eux ne bougea. « Faut y aller !» dit la petite fille. Ils suivirent le couloir qui s'enfonçait dans le sol. Le crépitement de la pluie froide accompagnait leur marche. Et lorsqu'ils tournèrent pour entrer dans la pièce, le tonnerre éclata. La tempête faisait rage. Les éclairs bleus et effrayants illuminèrent leurs visages. Ils se dirigèrent lentement vers la porte du placard et, une fois là, hésitèrent. Derrière la porte, on n'entendait aucun bruit.
Ils ouvrirent cette porte très doucement et firent sortir Margot. Et voilà. Merci à vous tous d'avoir écouté cette nouvelle très pessimiste, très très dure, euh, qui me rappelle à bien des égards un roman que je vous conseille de lire qui s'appelle Silo de Hugh Howey, qui raconte en gros l'histoire d'un futur où les gens ne vivent que dans des silos et dans des structures souterraines parce que la surface est toxique et polluée à mort depuis des siècles. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui enquête parce qu'il s'imagine que on leur ment et qui va essayer de briser un petit peu tous les protocoles de la vie dans ce silo souterrain pour prouver que dehors il se passe quelque chose malgré ce qu'on leur dit. À bientôt. Et regardez Fahrenheit 451, c'est du Ray Bradbury, c'est sur Netflix et c'est nickel.